Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Châteauroux toujours sidéré ce matin, 2 jours après la mort d'un adolescent de 15 ans, poignardé au cours d'une bagarre. Son agresseur présumé, un jeune du même âge, d'origine afghane. Il est toujours en garde à vue ce matin, ainsi que sa mère. Il n'est pas tout à fait inconnu des services de police. Christophe Bordet, que sait-on exactement de cette affaire à l'heure qu'il est? Alors écoutez, les premiers éléments de l'enquête évoquent une bagarre entre 2 adolescents qui a donc tourné au drame. Des coups de couteau assénés, semble-t-il, par un jeune Afghan sur sa victime touchée à plusieurs reprises au niveau du thorax. Mathis, apprenti cuisinier âgé de 15 ans, fils d'un restaurateur bien connu à Châteauroux. La mère du meurtrier en situation régulière serait également soupçonnée d'être impliquée dans ce drame et tous les deux viennent de passer la nuit en garde à vue. L'auteur des faits, déjà connu de la justice, mis en examen le 22 avril, quelques jours seulement avant le drame de samedi soir, suite à un guet-apens tendu sur Internet avec vol de portable sous la menace d'un couteau, placé sous contrôle judiciaire, seule mesure de sûreté prévue par le Code de la justice pénale des mineurs, et alors mise en examen pour des faits de nature correctionnelle, dicite la procureure de la République de Châteauroux. Pour faire simple, le jeune Afghan avait été laissé en liberté, le juge ayant retenu l'excuse de minorité qui ne peut être levée qu'au-delà de l'âge de 16 ans. Déjà en février dernier, l'adolescent avait fait parler de lui dans une autre affaire de vol en Réunion, là encore pour un portable, sur un homme de 22 ans cette fois dans un parc de Châteauroux. Christophe Bordet en direct pour les derniers éléments de cette enquête. Ce fait divers tragique alimentera sans doute les conversations à Matignon. La violence chez les jeunes, c'est justement sur ce thème que Gabriel Attal recevra les chefs de partis politiques en fin de journée. Premier volet d'une série de consultations pour endiguer le phénomène. La violence ce week-end également à Givors, près de Lyon. Les policiers municipaux ont été pris pour cible. Un week-end très agité et renforts policiers dépêchés sur place pour ramener le calme. Samedi soir, des jeunes ont affronté les policiers après leur avoir, semble-t-il, tendu un piège en centre-ville. Ils auraient voulu venger l'interpellation de 4 mineurs dans une affaire d'agression. Expédition punitive qui s'est achevée devant une annexe de la mairie. Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 à Lyon. Dans la cour intérieure de la mairie, 2 voitures de la police municipale réduites en cendres et la façade de l'un des bâtiments noircis par la fumée. Des carcasses laissées sur place depuis samedi quand une trentaine de jeunes cagoulés auraient mis le feu à ce parking fermé. Des incidents qui n'étonnent pas les habitants, habitués aux dégradations. Ras-le-bol, oui. Je travaille, mes camions ils sont tout le temps esquintés, moi. Tagués, crever les pneus. À cause de mes camions, j'ai trouvé aucune assurance. Ces violences seraient des représailles. Quelques heures plus tôt, 5 mineurs âgés de 12 à 17 ans suspectés d'avoir agressé un autre mineur âgé de 14 ans été interpellé. Alain Barbery, c'est le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale du Rhône. L'enquête démontrera ce qui s'est passé et le pourquoi du comment. Le mobile, Givors, c'est pas la première fois que nos collègues font l'objet des tirs de mortier, de guet-apens. Ça arrive malheureusement très souvent. Face à cette montée de violence chez les jeunes, le syndicat Alliance Police Nationale demande des moyens supplémentaires, plus d'effectifs sur le terrain, des enquêteurs, mais aussi une réponse pénale à la hauteur des faits reprochés. Givors, Noémie Loisel, Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. C'est une certitude. À présent, l'État va voler au secours d'Atos. Le géant français de l'informatique, très endetté, a un besoin urgent d'argent frais. Bercy a déposé une offre pour reprendre les activités les plus stratégiques de l'entreprise et éviter qu'elle ne file à l'étranger. Annonce du ministre de l'économie hier soir. À propos d'argent, il en sera question d'argent public à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le ministre délégué au compte public, Thomas Cazenave, va devoir défendre la trajectoire budgétaire de la France et les objectifs du gouvernement. Ramener le déficit public de 5,1%, prévision pour cette année, à moins de 3% en 2027. Effort colossal auquel pas grand monde ne croit. Barthélémy Philippe, ce pari passe toutefois par des économies drastiques. Oui, après avoir gelé 10 milliards d'euros de crédits ministériels en février, Bercy doit dégager 10 milliards de plus d'ici la fin de l'année pour tenir sa trajectoire budgétaire. Conséquence, les ministères vont à nouveau être mis à contribution, explique Jean-René Cazeneuve, rapporteur général de la Commission des finances. Il a été demandé à l'ensemble des ministères de geler une partie de leurs dépenses. Avec ce nouveau coup de rabot, Bercy compte déjà récolter 5 milliards d'euros, mais cette fois, les collectivités territoriales doivent aussi contribuer à l'effort. Vous avez une demande qui est faite aux collectivités territoriales de réduire la croissance de leurs dépenses à hauteur de 2,5 milliards. Leurs dépenses, c'est à peu près 300 milliards par an. Enfin, la dernière tranche d'économie de 2,5 milliards d'euros doit être identifiée d'ici fin juin par la mission parlementaire sur la taxation des rentes. La piste la plus chaude, c'est le durcissement
durcissement de la taxe sur les super profits des énergéticiens. Elle a rapporté seulement 300 millions d'euros en 2023, alors que l'État en attendait 3 milliards. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. L'actualité nous emmène également ce matin aux États-Unis avec ce dîner très officiel à la Maison-Blanche, perturbé par des activistes de la cause palestinienne. Jusque-là, le mouvement se limitait aux facultés, y compris les plus prestigieuses. Intervention de la police pour mettre fin au blocus. Des centaines de personnes arrêtées. Il n'empêche, plusieurs facs ont annulé la remise de diplômes. Manifestation qui s'invite désormais dans la campagne pour la présidentielle de novembre. Le très officiel dîner des correspondants. Réception organisée à la Maison-Blanche pour les journalistes a été la cible des manifestants. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. L'événement mondain de l'année à Washington n'a pas été épargné. Les invités du dîner de la presse présidentielle ont été conspués au cri de « honte à vous ». Les mouvements de protestation qui ont commencé à New York et dans d'autres des universités de la côte Est avaient pour but initial d'exiger que ces établissements extrêmement fortunés n'investissent plus leurs fonds dans des sociétés liées à Israël. On a assisté à une dérive avec l'apparition de slogans favorables au Hamas ou à sa branche armée et à l'intimidation d'étudiants et de professeurs juifs. Cela suscite un débat national sur la liberté d'expression et met Joe Biden dans une position inconfortable vis-à-vis de l'aile gauche de son parti, indigné par les interventions policières. À 6 mois de l'élection présidentielle, le Parti démocrate craint les répercussions sur le vote de la population musulmane, mais plus encore sur la frange jeune de l'électorat. La grande crainte est de voir l'histoire se répéter lors de la convention démocrate qui se tiendra en août à Chicago, la ville où en 1968, la convention du même parti avait été marquée par une semaine d'émeutes. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. La crise au Proche-Orient sur le terrain diplomatique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Arabie Saoudite. Première étape d'une tournée visant à obtenir une trêve entre Israël et le Hamas. Et à ce propos, une délégation de l'organisation terroriste est attendue aujourd'hui au Caire. Elle doit se prononcer sur un accord de cessez-le-feu. Allez, le football, c'est fait. Le Paris Saint-Germain est champion de France pour la 12e fois de son histoire. Et sacré par le Roi Lion, vainqueur 3-2 de Monaco hier soir. Le dauphin du PSG au classement. À 3 journées de la fin, Paris ne peut plus être rattrapé au classement. 12e titre de champion qui doit beaucoup aux joueurs, mais aussi à un homme, Luis Enrique, l'entraîneur, Cédric Chasseur. Oui, même s'il ne faut pas oublier les débuts timides de Luis Enrique sur le banc parisien, critiqué lors de ses premiers mois à la tête du PSG pour son jeu de possession ennuyeux et ses choix de faire tourner régulièrement, quitte à mettre ses cadres sur le banc. Les résultats lui donnent raison aujourd'hui et le consultant européen Alain Giresse salue son travail sur le banc parisien. Il a créé une équipe, un ensemble, et ils ont une grande solidarité entre eux. On voit qu'il n'y a pas de hiatus sur le terrain entre les joueurs, dans la dynamique qu'ils peuvent amener à l'équipe. Oui, je crois qu'il n'a pas prétendu su maîtriser ce groupe. Luis Enrique qui a finalement réussi à se mettre les supporters dans la poche, à l'image de Frédéric. Il y a un très bon entraîneur. Bon, il y a des fois, il nous fait des trucs un peu bizarres, mais quand même, on va aller en demi-finale, donc... Ou d'Aurélien, autre fan du club de la capitale. On peut pas être plus fier que ce qui se passe en ce moment. On a franchement tous la conviction qu'on va remporter la Ligue des Champions cette année, à 300%. Épreuve de l'engouement, ils seront 4000 Parisiens mercredi à faire le déplacement à Dortmund pour la demi-finale aller de Ligue des Champions. Et le Borussia Dortmund qui reste sur une sévère défaite ce week-end, 4-1 face au RB Leipzig. Les étoiles seraient peut-être en train de s'aligner pour les Parisiens. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe.